Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Si jamais tu vis en France et que tu as un peu d'argent de côté, tu dois vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui se prépare dans les prochaines années, ça va impacter directement ton patrimoine, ton épargne et ta liberté financière. L'État français doit plus de 3500 milliards d'euros. Aujourd'hui, ça représente plus que 118% de notre PIB. On emprunte pour continuer de rembourser nos emprunts précédents. Mathématiquement, c'est plus tenable. Et quand un État ne peut plus payer ses dettes, il ne lui reste plus que 3 options. La première option, ça serait de couper les dépenses. Sauf qu'en France, comme tu le sais, c'est politiquement impossible. On a bien vu ce qui s'est passé avec les retraites. Personne ne veut toucher à rien. La deuxième option, c'est d'imprimer de l'argent. Sauf que c'est déjà ce qu'ils font depuis des années et le résultat, c'est l'inflation. Ton livret A te rapporte 1,7% par an alors que l'inflation réelle tourne entre 5 et 7% par an. Le résultat, c'est que ton épargne perd toujours plus de sa valeur après chaque année qui s'écoule. La troisième option, c'est de venir chercher l'argent là où il est. Donc chez toi, et c'est exactement ce qui se prépare. L'euro numérique arrive d'ici 2027. Chaque transaction sera traçable et chaque compte sera potentiellement gelable en un clic. On tend aussi vers une disparition du cash, donc toujours moins d'anonymat, toujours moins de liberté. La loi Sapin 2 permet déjà de bloquer les rachats des assurances vie en cas de crise. Ça, c'est voté, c'est prêt et ça peut être activé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a enregistré plus de 691 millions de dollars de liquidation sur ces dernières 24 heures, ce qui est un chiffre assez important, sachant qu'hier, on a dépassé les 100 millions de dollars de liquidation. Michael Saylor, lui, il est chaud patate. On a les sociétés trésorerie qui continuent d'acheter du Bitcoin, continuent d'accumuler. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. Et je finirai sur celle-là. C'est hier, Michael, il nous a envoyé la purée énorme. Donc Stratégique a annoncé hier avoir acheté 22 305 Bitcoin pour 2,13 milliards de dollars la semaine dernière. À un prix moyen de 95 284. Donc là, ça chute au 88. Il se dit, oh mon Dieu, c'est pas grave, il va racheter cette semaine encore. Hein. C'est énorme. Hein. Donc maintenant, leur avoir, c'est 709 715 bitcoins achetés pour 53,9 milliards de dollars, un prix moyen de 75 978. Voilà. Donc bravo à lui, c'est le plus gros achat depuis l'année dernière. Hein. On n'avait pas vu ça, je crois que c'est février l'année dernière qu'on a vu des achats aussi géants. Donc ça fait un an qu'il n'avait pas acheté pour là 2 milliards sur la table. La semaine dernière, il a mis 1 milliard sur la table, mais où il trouve ces milliards, c'est la folie. Bon, en tout cas, bien sûr, ça fait plaisir de voir ça. Bitmain, pour le coup, arrête pas d'acheter. Là, le 15 janvier, ils en ont racheté encore pour plus de 80 millions. Je vous montre où ils en sont. Leur target des 5% de la total supply sur l'Ether, là, ils en sont à 67% de leur target. Donc, ils ont 3,36% de la supply en Ether. C'est plus de 4 millions d'Ether. C'est le plus gros détenteur d'Ether au-delà de Vitalik, au-delà de Sharpling Gaming, de la fondation Ethereum. La fondation Ethereum, c'est 229 000 Ether. Bitmain, c'est 4 millions. Et leur objectif, c'est d'en avoir 5 millions. Donc, voilà. Ils n'arrêtent pas d'acheter. Et ils achètent en moyenne entre 20 et 25 fois plus vite que Michael Saylor du Bitcoin. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Vous pouvez vous amuser après à acheter un coup d'œil sur la supply, à quel point ça a été acheté. Par exemple, sur les 7 derniers jours, il y a eu 6 fois plus d'achats. Les attaques dites d'adresse poisoning atteignent un niveau record d'activité sur le réseau Ethereum, selon des chercheurs en sécurité. Donc cette technique consiste à envoyer des petites transactions vers des adresses ressemblant fortement à celles utilisées par la victime afin de tromper lors d'un envoi futur. Et la hausse de ces attaques contribue significativement à l'augmentation du nombre total de transactions sur le réseau. Et même si l'impact financier direct reste limité, cette tendance nuit à l'expérience utilisateur et rappelle que la sécurité opérationnelle devient un enjeu clé pour l'adoption grand public d'Ethereum. La plateforme DeFi Machina a subi un hack via Flash Loan, entraînant une perte estimée à 4 millions de dollars en ETH. Donc, l'attaque a exploité une faiblesse dans la logique du smart contract, permettant de manipuler temporairement la liquidité. Donc, l'équipe a suspendu certaines fonctionnalités. Oubliez tout ce que vous connaissez des précédents cycles. Bitcoin vient de franchir le point de non-retour, et je peux malheureusement vous le dire, mais rien ne sera plus jamais comme avant. En effet, pour la première fois de son histoire, Bitcoin n'est plus drivé par des OG, des old guys, c'est-à-dire les premières personnes qui ont investi dans le Bitcoin, mais par de nouvelles whales, de nouveaux mouvements institutionnels qui ont une gestion de capital beaucoup plus nerveux et surtout qui affichent pour l'heure une perte latente de plus de 6 milliards de dollars. On est passé d'un actif de conviction à un actif de gestion de risque, et tant qu'on n'aura pas compris et assimilé ce nouveau paradigme, eh bien on ne pourra pas comprendre pourquoi le prix du Bitcoin est actuellement bloqué sous la barre des 100 000 dollars. Bienvenue dans l'ère de la distribution, je vous explique pourquoi les fondamentaux ont changé et comment naviguer dans cette nouvelle ère.
Enfin, le NICE qui va autoriser très certainement en février le trading 24/7 des actions et des ETF aux États-Unis, ce qui là aussi permettra finalement d'avoir des marchés ouverts comme le marché crypto 7/24 et pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas ça permettra peut-être aussi de délester un peu les frustrations qu'il y avait sur le marché crypto et qui des fois prenaient beaucoup plus tarif que le reste. La crypto n'est plus un sujet marginal, mais elle est désormais discutée au plus haut niveau politique, économique et mondial. Tiens, intéressant du côté de Gary Gensler, pour ceux qui se souviennent. Donc 1 an après le départ de Gary Gensler, donc la SEC a totalement changé de stratégie crypto sous l'administration Trump. On le savait jusqu'à présent, elle était anti-crypto avec Gary Gensler, et donc là, depuis que Trump est arrivé, ça a été complètement pro-crypto. Il y a eu beaucoup d'ETF qui ont été approuvés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été passées du côté du secteur crypto, moins de répression, plus de clarté réglementaire, un tournant pour l'écosystème américain. La demande institutionnelle pour le Bitcoin ne faiblit pas. Les portefeuilles de conservation américains ont accumulé 577 000 Bitcoins en 1 an, soit environ 53 milliards de dollars selon le CEO de CryptoQuant. C'est quand même assez puissant. D'abord, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, de façon accessible et succincte, nous rappeler c'est quoi la Fed? À quoi ça sert? La Réserve fédérale américaine, la Fed, c'est la banque centrale américaine, c'est elle qui va fixer les taux d'intérêt aux États-Unis sur lesquels le dollar va être ensuite prêté aux différents acteurs de l'économie réelle. Donc ça a vraiment son rôle est capital pour définir la politique monétaire américaine. Puisque le dollar est la première monnaie utilisée dans le monde, ça a des répercussions gigantesques. Et là, depuis 1 an, il y a un bras de fer entre le gouverneur de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et le président américain, Donald Trump. Président américain qui l'a d'ailleurs nommé à ce poste-là il y a 6 ans. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est lui qui l'a nommé et aujourd'hui il veut s'en séparer, quoi. Exactement. Depuis Powell fait ce travail-là depuis 6 ans. Il a notamment supervisé la politique monétaire américaine pendant le Covid, pendant la pandémie où il y a eu une injection massive de liquidités dans le système. Et là, Trump, depuis sa réélection, n'arrête pas d'attaquer systématiquement toutes les semaines, si ce n'est tous les jours parfois, Powell. Il appelle souvent Jérôme trop tard, too late Powell. Bref, des attaques ad hominem qui ont franchi même un autre cran cette semaine. Cette semaine, on a le Forum économique de Davos. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de se faire respecter par les États-Unis. En quelques mots, il n'entend pas céder aux pressions de Trump, qu'elles soient politiques ou économiques. Pour rappel, Trump a imposé plutôt des droits de douane de 10% dès le 1er février sur certains pays, puis 25% dès le 1er juin, si jamais les négociations concernant l'acquisition du Groenland par les États-Unis devenaient alors un échec. Et cette augmentation concerne la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas, ainsi que la Finlande. Autant te dire que quasiment toute l'Europe, ou du moins les pays les plus puissants de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est mal vécu du côté de l'Union européenne. Trump a même spécifié vouloir taxer encore davantage le vin et le champagne. Bref, on a une guerre ouverte entre Trump d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. La Cour suprême, qui devait statuer sur la légalité des droits de douane, semble incapable de prendre une décision pour le moment, faute de 5 juges qui ne parviennent pas à l'unanimité. Donc peut-être qu'ils vont simplement reporter cette décision, peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne peuvent pas prendre de décision unanime, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, le Congrès devrait se prononcer sur la légalité de cette mesure, mais voilà, on verra bien. En gros, c'est la situation actuelle. On va voir s'ils vont réussir à prendre une décision prochainement, mais bien entendu, ils doivent également avoir beaucoup de pression d'aller contre leur président. Trump affirme qu'il pourrait imposer des droits de douane de 200% également sur le vin et le champagne français. Donc voilà, maintenant il tire un petit peu à droite à gauche sans raison, j'ai l'impression. Bon bref, encore une fois, pas de politique sur la chaîne, mais la guerre commerciale continue. De plus, Donald Trump a publié une photo d'une carte où le Canada, le Groenland et le Venezuela apparaissaient comme faisant partie des États-Unis. Donc ça c'est vraiment ce genre de choses qu'on ne voyait pas avant de la part de président. Maintenant, sur X, ils peuvent faire absolument n'importe quoi, donc je sais pas quoi vous dire, mais Trump veut également prendre le contrôle du canal de Panama, visiblement. Ce sera peut-être la prochaine grosse étape, peut-être son prochain tweet viral également, qui sait, mais encore une fois, c'est une possibilité. Donc Canada, Groenland, Venezuela, canal de Panama maintenant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il veut s'emparer de la Lune peut-être? Je sais pas. On voit que le dollar s'est replié. On a vu aussi des répercussions sur le marché obligataire américain, ce qui montre clairement qu'on a des investisseurs internationaux qui sont en train de réduire leur exposition aux actifs américains. Et dans le même temps, on voit que le VIX
est en train de repartir à la hausse depuis quelques jours. Donc je rappelle le VIX qui est un indicateur de stress et de volatilité sur les marchés. Donc ce qui montre quand même que voilà, il y a une petite augmentation de l'incertitude des tensions aujourd'hui sur les marchés. Alors c'est pas forcément dû que à la géopolitique, même si évidemment ça pèse quand même de manière assez significative. C'est donc officiel, entre les nouveaux tarifs douaniers, les invectives par médias interposés et les discours humiliants, les investisseurs ont fini par craquer. On parle quand même de gens qui ont survécu à Liberation Day, à la pseudo-bulle de l'IA, à la guerre en Ukraine et aux 12 premiers mois de l'ère Trump. Mais hier, c'était la goutte d'eau de trop. Le vase n'a pas seulement débordé, il a explosé. Et alors maintenant, il va falloir le recoller, et il y a des morceaux partout. L'Europe poursuit sa descente aux enfers, et Wall Street, qui rattrapait son lundi de férié, s'est fait littéralement massacrer. On n'est plus dans le Make America Great Again, mais dans un Sell America Again massif. Le S&P 500 signe sa pire journée depuis octobre, avec un plongeon de 2,06%. Le Nasdaq est mis sous oxygène, intubé, en chute de 2,39%. Et même le Bitcoin, notre fameux or numérique, cette valeur refuge du futur intouchable, s'est dégonflé de 6% pour retomber vers les 87 700. On est en mode risk-off total, sauf qui peut le pognon, et tant pis pour les femmes et les enfants. Le vous allez voir ce que vous allez voir de Trump a jeté un froid polaire. Pas besoin d'un doctorat en économie pour comprendre, tout tient en un seul mot, instabilité. Si vous prenez l'or, alors pour le coup on a atteint un nouveau all-time high, grosse chandelle verte ici, 2 ou 3, oui. 3 grosses chandelles vertes consécutives avant qu'on observe peut-être un petit pullback ou de la latéralisation, mais voilà, l'or est encore une fois en train de se renforcer parce que la situation macroéconomique, notamment financière, eh bien forcément n'est pas des plus favorables actuellement, et ça, vous savez comment ça marche, ça pousse simplement les investisseurs à se réfugier, et bien forcément d'investir dans des valeurs refuges comme l'or. Alors, déjà j'aimerais partager plusieurs points avec vous aujourd'hui. Certains analysent cette situation et se disent, ok, l'or vient d'atteindre un nouveau all-time high, on a énormément augmenté dernièrement, donc il faut absolument qu'on voit un pullback fulgurant. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que, à mon avis, l'or devrait continuer à monter en 2000. Donc ici, on avait vu qu'il fallait surtout pas réintégrer la structure, j'en avais parlé, mais le fait que le marché vienne récupérer les stops sans faire une prise de liquidité avant était probablement annonciateur d'un fake out et d'un retest justement des zones de fair value gap. Le fair value gap hebdo a été atteint, malheureusement ça déclenche un rejet. Quand on regarde le graphique sur le CME, le CME lui est plus en train de nous dire, moi mon point d'intérêt, attendez je mets ça en blanc, il est à 80 600 $. Je sais pas si on va y aller, mais en tout cas c'est ce que indique le prix ici. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint pour moi une zone de rebond. Pourquoi une zone de rebond? J'aime beaucoup regarder le CME, le prix ne s'arrête pas ici comme par hasard. Non, ici il y avait des tonnes de stops, on en avait parlé. Hier on disait que vu que le prix s'installait sous le fair value gap daily, il restait à la limite cette petite zone pour essayer de prendre à contre-pied, mais que si on s'installait sous ces niveaux, là il n'y avait plus rien jusqu'à justement tous ces plus bas. Donc là notre indicateur identifie tous les points d'intérêt. Comme le mettait en avant Axel Kibar, eh bien finalement on est en train de dessiner sur Bitcoin un peu un bear flag. Donc en gros, pour ceux qui ne font pas d'analyse technique, on a une impulsion large importante primaire, une consolidation dans un petit drapeau montant, et derrière on fait en général le même type d'amplitude. Donc inutile de vous dire que si on mesure cette amplitude-là qui nous a fait approximativement de 125 à 80 000 $, vous la reportez en sortie du drapeau ici à 90 grosso merdo, et vous avez votre amplitude qui nous conduit une fois de plus autour de 50-60 000 $. Je ne suis pas là pour vous rappeler que ça peut arriver ou que ça doit arriver, mais juste vous y préparer mentalement si on revoit un Bitcoin effectivement peu ou prou autour de 50 000. On a la lagging span est sorti du nuage, et puis ensuite on a eu tout simplement confirmation du bear market, et on est rentré dans le gros du bear market. Donc malheureusement, c'est ce qui pourrait se produire ici si on vient faire des nouveaux plus bas. Alors on parle pas de faire, comme on a dit, la possibilité de fake out, venir chercher la liquidité et rebondir très rapidement. On parle de s'installer sous ces niveaux. Ça nous annonce malheureusement, encore une fois, une continuation baissière. Donc, je sais ce qu'il y en a qui vont dire, Talak, tu pourrais pas être un peu bullish de temps en temps. Je fais que lire ce que le graphique me dit. Lorsque le graphique me donnera des signaux bullish, je serai bullish. Pour être bullish, moi je veux casser des résistances. On n'a pas été capable de, ne serait-ce que de, on va se mettre en 3 jours, ne serait-ce qu'en 3 jours, casser la résistance des 94 000 $. On est passé légèrement au-dessus, mais on n'a pas confirmé. Encore moins de casser les 98 000 $.
on tient pas non plus les supports parce qu'on a eu une clôture au-dessus de ce range et on a réintégré, donc fake out, donc ça c'est bearish. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.